Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 171e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 2 juillet, il est exactement 9h35 et nous allons parler aujourd'hui d'AC40 et de Coupe de l'Amérique féminine avec 2 navigatrices qui font partie du défi français Orient Express Racing Team et qui, du 5 au 13 octobre prochain à Barcelone, défendront les couleurs tricolores sur la toute première Coupe de l'Amérique féminine de l'histoire. La première nous vient de la voile olympique et plus particulièrement du 470. Elle a été médaillée de bronze il y a 3 ans aux Jeux Olympiques de Tokyo avec Camille Lecointre. Il s'agit bien évidemment d'Aloïse Retornas qui est du côté de Barcelone. Salut Aloïse. Salut Axel. La seconde est également passée par la voile olympique puisqu'elle a couru plusieurs années en Accra 17 avant de naviguer en Diam 24 puis de découvrir l'Ocean 50 aux côtés d'Erwan Leroux qui lui transmettra d'ailleurs la barre de son trimaran Coesio pour la prochaine route du Rhum. Il s'agit d'Audrey Augereau qui est quant à elle chez elle à La Ciotat. Bonjour Audrey. Bonjour Axel. Eh bien, mesdames, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire une brève présentation du sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir la Coupe de l'Amérique féminine, de son vrai nom, la Puig Women's America's Cup. C'est donc la première fois qu'une compétition 100% féminine se dispute dans le cadre de la Coupe de l'Amérique et elle aura lieu sur le même plan d'eau que la 37e Coupe à Barcelone du 5 au 13 octobre. Il y aura en revanche plus d'équipes sur la ligne de départ, puisqu'en plus des 6 présentes sur la coupe, à savoir Emirates Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing, American Magic, Luna Rossa Prada Pirelli et Orient Express Team, et Orient Express Racing Team, je vais y arriver. 6 autres équipages prendront part à l'épreuve. Sail Team Barcelona pour l'Espagne, Concorde Pacific Racing pour le Canada, Diageo Dutch Sail Team pour les Pays-Bas, Team Germany pour l'Allemagne, Swedish Challenge de Powered by Artemis Technology pour la Suède et Team Australia Challenge pour l'Australie. L'équipe de France est composée de 7 navigantes qui ont été sélectionnées l'an dernier. En plus de nos 2 invités du jour, on retrouve dans cet équipage Manon Audinet qui a le rôle de skipper, Amélie Rioux, Jessie Campman, Lara Granier et Pauline Courtois. Et bien voilà pour cette courte présentation. Aloïse, on va commencer avec toi, comme tu es sur place en ce moment à Barcelone. Peux-tu nous faire un petit peu la carte postale de la base de la Coupe de l'Amérique à Barcelone? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a une forte ébullition en ce moment du côté de Barcelone? Ouais, bah là on sent que ça arrive. Il y a de plus en plus de monde qui passe à la base. On a les invités, les sponsors qui viennent. L'AC75 qui a été mis à l'eau aussi, donc ça se rapproche. Hein, c'est dans moins de 2 mois le début de la coupe pour les challengers. Et voilà, nous aussi, on a les entraînements qui s'accélèrent avec l'équipe jeune. On se partage la C40, donc voilà, on sent que tout le monde est au taquet et beaucoup d'activités sur la base ici. D'accord. On va faire un petit retour en arrière avec toutes les deux pour vous demander un petit peu qu'est-ce qui vous a décidé à postuler à un rôle dans cet équipage français d'Orient Express Racing Team. Audrey, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'aventure de cette toute première Coupe de l'Amérique féminine? Alors je pense que la question s'est pas vraiment posée en fait. Pour moi c'est l'une des courses les plus prestigieuses du monde en voile, donc forcément quand on annonce qu'il va y avoir une Coupe de l'Amérique féminine, forcément on a envie d'y être et d'en faire partie. C'est une belle régate et là en l'occurrence sur vraiment des bateaux incroyables avec de la technologie, du sportif, de la stratégie comme on peut connaître déjà sur d'autres régates. Donc
Donc ouais, je crois que la question s'est pas posée. Aloïs, c'est pareil pour toi. Toi, tu étais à l'époque encore en pleine préparation olympique en 4,70 en vue des JO de Paris 2024. Quand il y a eu cette possibilité, tu as sauté sur l'occasion. Raconte-nous un petit peu. Ouais, moi, dès le début, quand il y a eu l'annonce mi-2022 qu'il y aurait cette première Women's America's Cup, j'avais vraiment envie d'en être et j'avais commencé à travailler avec Paola Amar sur un projet féminin, trouver un partenaire. Et en fait, c'est comme ça que L'Oréal est arrivé dans l'histoire d'Orient Express. L'Oréal Racing Team, c'est Paola et moi qui avons rencontré nos partenaires chez L'Oréal et qui les avons du coup ramenés ensuite à la base via Stéphane Candler. Donc voilà, dès le début, moi je rêvais de ça. Alors au début, c'est vrai que je rêvais d'un double projet olympique et Coupe de l'Amérique. Et finalement, je me suis vraiment concentrée sur la coupe. Et bon, c'est vrai que maintenant je suis à temps plein sur la base à Barcelone, donc finalement, ça aurait peut-être été un peu compliqué de faire les deux, mais voilà, je pense que c'est une chance qu'on a de pouvoir vivre cette première épreuve et il faut qu'on montre maintenant que voilà, les femmes méritent leur place dans cette épreuve mythique et c'est à nous de faire nos preuves maintenant et voilà, on est un peu dans un tournant de la voile professionnelle pour les femmes et je suis hyper fière d'en faire partie. Ouais, est-ce que justement tu étais parti sur une préparation olympique avec Hippolyte Macchetti qui a finalement décidé d'arrêter en cours de PO. Est-ce que le fait qu'il ait arrêté finalement ça a accéléré un petit peu cette transition vers ce nouveau défi? Ça l'a pas vraiment accéléré, mais c'est vrai que par contre, du coup, j'ai un petit peu revu aussi ma place dans l'équipe. Maintenant, je suis à temps plein dans l'équipe. Je travaille aussi sur le projet des challengers, plutôt avec certains ingénieurs sur la mise en place de process dans la base. Donc, ça me permet aussi d'avoir vraiment une vision globale du projet, puis d'apprendre encore plus aux côtés des challengers. Avec toutes les technologies qui sont mises en place autour du 75 et puis ça fait un bon relais quand il faut aller régler les problèmes techniques autour du 40, ça me permet d'être bien immergée parmi tous nos collègues. Donc c'est aussi assez agréable de pouvoir avoir vraiment une belle vision de tous les aspects du projet. Ouais, j'imagine que maintenant il y a plus de regret d'avoir arrêté cette PO en cours de route. Les jeux c'est dans un mois. J'imagine que tu vas les suivre quand même de très près. Il est resté un petit peu un regret de ne pas y avoir été jusqu'au bout pour toi? Ouais, j'aurais adoré pouvoir faire les deux. On a vu dans les flottes hommes, on a vu des navigants qui arrivent à faire les deux, notamment je pense aux Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuck qui ont réussi à gagner et la coupe et des médailles olympiques. Donc je suis toujours convaincue qu'on peut faire les deux. Après, j'ai aucun regret parce que j'apprends tellement de choses ici que je suis hyper contente de ce qui se passe dans cette année 2024 et oui, je vais suivre les jeux avec attention. C'est cool de voir tous les anciens copains du 4-7, puis bon aussi un petit peu du NACRA parce que j'ai fait quelques bords en NACRA fin 2023, donc ça va être chouette à suivre. Puis évidemment toute l'équipe de France qui a l'air de se préparer à fond à Marseille, ça va être chouette à suivre. C'est vrai que ça arrive super vite là, ils doivent être en plein dedans là, dans 2 semaines, ça va commencer à se lancer quoi. Ouais, mais tu avais, je crois, remplacé Lou Berthommieux qui était blessé aux côtés de Tim Bourniac, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, pour le championnat d'Europe fin 2023. Donc c'était une super expérience et qui m'a fait aussi un bon tremplin sur les supports à foil où j'ai retrouvé pas mal de correspondances finalement entre la C40 et le NACRA aussi. Donc c'est vraiment tombé au bon moment. Puis Tim qui avait aussi fait un passage sur la base Orient Express pour faire quelques bords avec les challengers. Donc finalement l'expérience croisée était assez intéressante. Audrey, toi aussi, tu as l'expérience de la voile olympique et du NACRA 17. Tu en as fait plusieurs années. C'est un bon tremplin finalement pour une épreuve comme la Coupe de l'América, selon toi? Alors oui, c'est sûr. Moi, j'avais fait du NACRA 17, mais ça fait déjà quelques années. J'étais en équipage avec Mathieu Van Damme, donc c'est un peu rigolo parce qu'on se retrouve là sur ce projet. C'est sûr qu'avoir l'expérience des bateaux qui vont vite, qui ont des foils. Alors moi, quand j'en faisais les foils du NACRA 17, c'était pour faire plus des bonds que du vrai vol, parce que c'était des dérives courbes et il n'y avait pas de plan porteur sur les safrans. Mais c'est sûr que l'olympisme, ça donne déjà la rigueur, comme on le sait tous, la rigueur et la capacité de travail et d'entraînement qu'on peut retrouver sur des projets comme la Coupe. Oui, ça donne de bonnes bases pour rentrer sur des projets comme ceux-ci.
L'une comme l'autre, je crois que vous avez aussi fait quelques passages dans l'équipe de France de CELGP. On va continuer avec toi, Audrey. Toi, tu as navigué un petit peu en F50 aussi? Alors moi, j'ai fait partie des remplaçantes, mais Ouais. malheureusement, j'ai pas, enfin malheureusement, ou tant mieux pour les autres, j'ai eu l'occasion de remplacer personne, donc j'ai pas fait de bord depuis SailGP. Par contre, j'avais pu naviguer sur l'AC45 Turbo à l'époque de la Coupe 2017, Ouais. parce que j'avais travaillé comme ingénieur aux côtés de Groupama Team France, etc. à cette époque-là. Et du coup, j'avais eu l'occasion de faire quelques bords. C'était assez express, mais quelques bords sur ce qui est devenu le F50 de CLGP. Donc, je vois à peu près comment il fonctionne, ouais. Toi, Loïs, tu as navigué sur un ou deux grands prix sur CLGP? Ouais, bah alors à la suite des Jeux, j'ai été sur deux événements remplaçantes en faisant quelques bords d'entraînement et puis j'ai sauté dans le grand bain à Chicago en 2022. Donc c'est vrai que c'était ma première expérience sur des bateaux qui vont aussi vite et c'était vraiment assez impressionnant. J'en ai toujours des bons souvenirs. Donc là, surtout sur la ligne de départ. Donc voilà, j'ai hâte de me retrouver maintenant sur la ligne de départ de la coupe avec un petit peu le même format, une course en flotte où on sera 6 sur la ligne de départ à Barcelone. Donc c'est toujours le plein d'émotions. Racontez-nous un petit peu comment se sont passées les sélections pour intégrer l'équipage français. Donc, il y a 7 navigatrices qui ont été choisies. Je crois qu'au départ, ça devait être 6, mais ceux qui ont choisi ont eu tellement de mal à se décider qu'ils ont préféré rester sur 7. Comment ça s'est passé, ces épreuves de sélection? C'était que des épreuves sur l'eau. On va continuer avec toi, Aloïse. Raconte-nous un petit peu. Ouais, bah, la sélection a été assez longue et intense. Elle a commencé en mai 2023. Donc, on s'est toutes retrouvées à Quiberon. Ils avaient fait une sélection de 20 femmes. Et donc là, la sélection s'est pas faite que sur l'eau. On a eu pas mal d'épreuves à terre aussi, des tests physiques, mais aussi pas mal des tests psychotechniques, des tests aussi purement techniques sur le foil, tous les bateaux volants. Après, on a eu quelques interviews aussi. C'était aussi important qu'ils nous testent un peu sur le côté média, anglais aussi. Donc voilà, c'était des tests assez complets. Et à la suite de ça, ils avaient retenu une équipe de 9 femmes, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a poursuivi nos sélections plutôt à Barcelone et sur des supports volants annexes. Donc, on a navigué en 69F, en WASP, en ETF 26, en Flying Phantom, en Birdiefish. On a fait un peu tous les supports volants où ils nous ont observé un peu nos comportements sur l'eau. On a fait un peu des manches les unes contre les autres aussi. Et puis après est arrivée la période simulateur où là vraiment on sautait dans le monde AC40 et on s'est installé dans une pièce avec un casque de réalité virtuelle et on a commencé un petit peu à se tester les unes les autres et puis à progresser vraiment plus techniquement sur la C40. Donc c'était un truc moi j'avais jamais connu de faire du simulateur donc ça a été hyper enrichissant et puis c'est vrai que ça a été flagrant pour nos premières naves. On avait déjà une maîtrise technique du bateau alors qu'on n'avait jamais mis les pieds dedans. Puis là, faut imaginer qu'on est dans un bateau complètement différent, un peu une espèce de navette spatiale où il n'y a plus que des boutons, il n'y a plus un seul bout qui dépasse. On a des joysticks dans les mains et des boutons et en fait, finalement, ça reste quand même un bateau et c'est juste que c'est un petit peu les interfaces qui sont différentes et qu'il faut apprendre, enfin qu'il faut appréhender quoi. Ouais, ouais. Donc vous avez été retenu, l'annonce a été faite en fin d'année. Du coup, ça change complètement je vais demander à Audrey. Audrey, du coup, ça change forcément tout le programme à venir. Est-ce que toi aujourd'hui, Aloïse nous disait tout à l'heure que elle était à 100% Orient Express Racing Team maintenant, hein, parce qu'elle a en plus un rôle à côté auprès de l'équipe Challenger. Toi, de ton côté, tu es 100% Orient Express Racing Team aujourd'hui ou tu continues à faire autre chose à côté? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, tu fais un peu d'Ocean 50, mais est-ce qu'il y a un moment où tu vas basculer à 100% pour le défi français? Alors moi, à l'inverse d'Aloïse, oui, je suis pas à 100% sur Barcelone et sur le projet. Et effectivement, je continue en Ocean 50. En fait, j'attendais quand même un peu l'annonce des sélections pour savoir ce que j'allais établir comme programme. Et c'est vrai que ça l'a un peu changé parce que si j'avais pas été dans la sélection, j'aurais fait que de l'Ocean 50 pour le coup. Là, on a modulé le programme avec Erwan pour que je puisse
me détacher et être au maximum sur les entraînements prévus avec l'équipe de Orient Express pour L'Oréal Racing Team. Et en fait, c'est un peu comme ça que qu'on s'arrange. On reste assez flexible pour pouvoir prévoir des entraînements au maximum et s'entraîner avec l'équipe parce que là, il y a Aloïse et Manon qui sont à 100% sur la base, mais l'ensemble des autres navigantes ont aussi d'autres programmes, soit avec des métiers un peu plus classiques, soit avec des régates et de la voile comme moi. Donc, faut réussir à coordonner les plannings pour être tout ensemble sur la base. Vous allez nous raconter, Aloïse a commencé à le faire un petit peu les sensations sur la C40. Revenons un petit peu sur l'histoire du simulateur. Audrey, j'imagine que toi, comme Aloïse, tu n'avais pas forcément déjà fait du simulateur sur des bateaux comme ça. Raconte-nous un peu à quoi ça ressemble de faire du simulateur sur un AC40 virtuel. Bah, c'est assez incroyable à quel point, une fois qu'on va sur le bateau, on se dit que ça ressemble. Sur le moment, quand on rentre dans la salle du simulateur, on rentre dans le simulateur, c'est une espèce de boîte en bois où on rentre à quatre, deux de chaque côté. On met un casque avec un masque qui nous donne l'image qu'on aurait à bord. Et puis, bah, on a tous les boutons et le volant comme si on était à bord. Donc à la fois on se croit dans un jeu vidéo et à la fois en fait c'est assez réaliste. Enfin c'est vraiment bien fait. Les volants ont des retours de force donc pour les barreurs on a les sensations qu'on aurait d'appui des voiles, d'appui du safran. Enfin c'est vraiment bien fait et puis ça nous permet aussi de pouvoir régater contre un autre bateau virtuel, de tester nos automatismes, de mettre en place des routines d'équipage. Ça permet vraiment de s'entraîner. En fait, ça permet de gagner du temps parce que quand on va sur l'eau, bah, on doit préparer le bateau, potentiellement réparer la casse, ne serait-ce que se changer, mettre le bateau à l'eau, etc. Là, quand on se met dans le simulateur, quand tout fonctionne en tout cas, bah c'est instantané. On peut directement Ouais. commencer, prendre un départ et s'entraîner à prendre des départs ou faire des manœuvres. Donc c'est un gain de temps assez incroyable, c'est sûr. Et on a aussi les mêmes sensations de vitesse que tu éprouves en réalité sur l'eau, sur ce bateau. Alors la sensation de vitesse, elle est assez particulière, que ce soit dans le simulateur. Bon, non, on l'a pas tellement. On Ouais, l'a quand on voit l'autre bateau à côté, hein. ouais, ouais. Mais même à bord, en fait, je trouve que on est assez protégé. Moi, je trouve que c'est souvent le vent qui nous donne la sensation de vitesse et on est tellement protégé en fait qu'on n'a pas on n'a pas forcément l'impression d'aller à Ouais. 30 nœuds. C'est plus lors de croisements d'autres bateaux là où on se dit que bah, si c'est un autre AC40, peut-être qu'on se dit qu'il se rapproche vite, mais surtout si c'est un autre bateau un peu plus classique, on a l'impression que c'est une bouée quoi. Ouais, bien sûr. Depuis quand, du coup, vous avez commencé à réellement naviguer sur la C40? On va continuer avec toi, Audrey. Alors on a dû faire notre première nave il y a un mois et demi, si je Ouais. me trompe pas. Aloïse, peut-être que tu te souviens mieux de la date, Ouais, fin mais mai, il me semble. ouais, c'est ça. Donc voilà, on a commencé avec Quentin au début qui nous a un peu aiguillé sur les petits tips et comment faire fonctionner le bateau. Et puis après, on a pris notre envol toute seule, assez rapidement d'ailleurs, mais c'est sûr que c'est vraiment un chouette bateau. Surtout Ouais. pour nous ben, Aloïse et moi, on est ingénieurs, donc on a aussi le côté technique qui nous intéresse assez fort. Donc c'est vraiment de la belle technologie à voir fonctionner et à essayer de comprendre. Franchement, c'est assez top. Et c'est un vrai gap par rapport au simulateur ou comme le disait Loïs, finalement, le fait d'avoir fait du simulateur avant, c'est finalement, il y a peu de surprises. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise quand tu étais sur tes premières naves? Alors c'est sûr que ça ressemble beaucoup au simulateur, mais non, c'est quand même la sensation d'être à bord est quand même folle. Ouais. Moi, je suis barreuse et la sensation de barre est quand même relativement différente. La barre est plus dure. On a les vagues qu'on n'a pas dans le simulateur, qui donnent d'autres sensations. Non, non, c'est quand même.
c'est quand même en fait, on monte d'un niveau quand on monte à bord. Et puis, on a la petite pression quand même de pas vouloir casser quelque chose, se boiter, faire un magnifique nosedive comme tout le monde le fait. Ces petites choses-là, elles sont un peu plus stressantes quand on est à bord du vrai bateau. Dans le simulateur, on peut descender autant de fois qu'on veut, il y a pas de souci, mais là, on limite quand même. Comment justement se répartissent un petit peu aujourd'hui les rôles dans l'équipage? On va demander à Aloïse. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont clairement définis les rôles entre les 7 navigantes de Orient Express, L'Oréal, parce que j'ai oublié de le préciser, Racing Team? Ouais, les rôles commencent à bien se définir. Déjà, je me suis trompée juste avant. On n'a pas commencé à naviguer fin mai, mais fin avril. Donc, ça commence à faire un D'accord. moment, en fait. Le Ouais. temps passe vite. Mais oui, bah déjà, Audrey et moi, on est plutôt sur la partie bâbord du bateau. Donc, Audrey qui barre devant moi et moi, je règle derrière elle. Voilà, Amélie et Manon qui sont plutôt sur la partie tribord et Lara plutôt partie bâbord aussi avec nous et Pauline plutôt partie tribord. Donc voilà, on tourne un petit peu comme ça dans l'équipage. Et oui, par contre après on a vraiment des rôles de régleuse et des rôles de barreuse. Donc Manon, Amélie et moi qui sommes régleuses et les autres barreuses. Et ouais, moi je reprends un petit peu quand même ce que disait Audrey sur les sensations de vitesse. On parlait de ça avec Audrey vendredi dernier d'ailleurs, où bah, justement la barreuse qui tient la barre, c'est un petit peu, enfin moi je vois ça un petit peu comme les voitures de course où il y a un pilote et un copilote, et on voit souvent dans les images que le copilote il se fait un peu brasser derrière Ouais, parce que ouais. c'est pas lui qui a le volant. Et c'est vrai que la sensation de vitesse, bah, surtout quand on dépasse les 30 nœuds, elle commence vraiment à devenir forte. Et par rapport au simulateur, c'est là qu'on voit toute la différence aussi, comme disait Audrey, avec les vagues, où du coup ça amène beaucoup plus de régulation au voile. Là, faut aussi dire que la C40, c'est un bateau avec un système de régulation de vol, de hauteur de vol qui est autorégulé, qui est asservi. En fait, il y a un capteur qui mesure à l'avant du bateau notre hauteur sur l'eau. Et donc, il y a une régulation qui se fait automatiquement de notre hauteur de vol. Sauf que quand il y a des vagues, évidemment, le système, il va être moins tolérant ben, dans notre assiette de bateau. Donc, il faut vraiment être à fond sur la régule des voiles pour essayer de garder un bateau le plus à plat possible et le plus maniable. Donc c'est ça change vraiment par rapport au simulateur, comme disait Audrey, c'est le niveau supérieur dans le jeu, quoi. Ouais, ouais. Tu parlais tout à l'heure de joystick. C'est quoi les outils que vous avez à votre disposition? Alors on va demander après à Audrey pour barrer, mais toi pour régler, comment concrètement ça se passe comment? Du coup, le régleur derrière s'occupe des réglages de la grand voile et du foc uniquement. Et du mât aussi, de la rotation du mât. Donc on a deux joysticks qui nous servent à régler nos chariots de voile et nos écoutes de voile. Et après on a des boutons pour tout ce qui est gamme, bordure et puis la rotation de notre mât. D'accord. Et toi, Audrey, à la barre, t'as combien de commandes à la barre de ce bateau-là? Nous, les barreuses, en fait, on est plutôt sur tout ce qui est hydro, tout ce qui est dans l'eau. Donc, on a le volant, évidemment, pour l'orientation du safran. On a des boutons pour régler le rec, donc la portance du safran. Et on a des boutons pour régler la hauteur de vol, comme disait Aloïse. Et en fait, la hauteur de vol, elle se contrôle grâce au capteur qui est devant et donc les flaps qui sont sur les foils pour donner plus ou moins de portance. Et on a aussi le cant, donc l'extériorisation des foils Mhm. les levées de bord de chacune de notre côté. D'accord. Et ça, c'est pour faire aller vite le bateau, pour bien régler le bateau. Mais qui s'occupe de me sortir la tête du bateau et de faire la stratégie, la tactique entre les régleuses et les barreuses? Bah là, ça peut dépendre vraiment des équipages et des compositions. Faut aussi avoir en tête que du coup, on c'est un équipage symétrique, hein. On a une barreuse de chaque côté, une régleuse de chaque côté. Donc, en général, les deux personnes sous le vent de la voile sont un peu plus libérées techniquement et peuvent sortir la tête du bateau. Et à chaque fois qu'on vire ou qu'on empanne, les rôles s'inversent un petit peu. Donc, c'est un vrai travail de communication et d'observation partagée. Mais
Mais bon, ça reste un bateau qui va vite et donc du coup, faut quand même que nos barreuses soient prêtes à prendre la décision finale et à placer le bateau au contact des autres. D'accord. Aujourd'hui, il y a aussi un équipage jeune qui prépare la Youth America's Cup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous partagez le bateau. Comment ça se passe? Il y a un planning, j'imagine, très organisé. Qui veut répondre? Audrey. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, on essaye de partager équitablement le temps de navigation entre les jeunes et les filles. En général, la plupart du temps, on est en même temps sur la base et on essaye de répartir. En fait, on a des jeux de batterie qui permettent de faire fonctionner notre bateau et en gros, on a 2 jeux de batterie et on a par jour chacun notre temps de jeu avec chaque équipage ses batteries. Donc on essaie de faire après c'est de la voile hein, donc on essaie de faire en fonction de la météo, en fonction de ces contraintes-là et des contraintes de mise à l'eau du bateau. Mais oui, on essaye de faire un moite-moite assez équitable. Et quand certains naviguent, les autres débriefent ou s'occupent de suivre sur l'eau techniquement et inversement. Et est-ce que vous vous entraînez déjà sur des parcours type de la coupe? Est-ce que vous avez fait plusieurs parcours? Est-ce que j'imagine que est-ce que vous faites des tours complets en vol? Comment ça se passe? Vous en êtes où aujourd'hui de l'apprentissage exact de ce bateau? Ouais, là, on commence à tourner sur les parcours et à s'entraîner. En fait, on a un logiciel qui s'appelle le Tactical Tool qui est partagé pour toutes les équipes de la Coupe de l'América. Et en fait, on a un petit écran qui nous donne un parcours virtuel et une ligne de départ virtuelle. Et donc, on s'entraîne avec ça sur l'eau. Et donc, voilà, après, à partir de début août, ils vont nous ouvrir l'arène. On va pouvoir commencer à naviguer contre les autres équipages aussi en entraînement. Donc là, pour l'instant, on est chacun dans notre coin. Donc c'est vrai que pour l'instant, on se concentre plutôt sur la technique parce qu'on peut pas naviguer avec les autres équipes. Mais voilà, on commence à faire des tours de parcours, à surtout bien maîtriser le bateau. C'est quand même des bateaux où c'est important de manœuvrer proprement, surtout dans les conditions où le vent peut être un peu léger. Ça va être à celui qui arrive à faire voler le plus longtemps. Donc il y a quand même une grosse partie technique qui est importante avant de vraiment se concentrer à faire plusieurs tours de parcours, quoi. D'accord. Donc vous aurez des entraînements en flotte à partir du mois de cet été là, c'est ça? Ouais, en flotte. Après, c'est à chaque équipe de réussir un petit peu à faire ces petits arrangements et s'entraîner avec les équipes ben, qui nous intéressent le plus. Je pense pas qu'on naviguera les six bateaux ensemble ou les sept bateaux d'ailleurs parce qu'il y a aussi les Suédois qui ont leur propre bateau. Mais oui, en tout cas, on s'entraînera avec d'autres équipes. Ouais. On rappelle que le format, si je me trompe pas, c'est deux poules de 6, hein, c'est ça, sur la première phase, avec des régates en flotte. Et c'est les deux premiers ou quatre premiers de chaque poule qui sortent au tour suivant, Les Aloïs? trois premiers. Les trois Ouais, les premiers, trois d'accord. premiers à chaque fois. Donc il y aura les teams invités qui vont s'affronter au début et les teams challenger, on appelle ça comme ça. Et donc il en ressort trois de chaque poule qui s'affronteront encore en flotte de 6. Et ensuite on terminera par un match racing final des deux premières équipes. D'accord. Audrey, à quoi ressemble une journée type sur la base à Barcelone quand vous êtes justement en phase d'entraînement? Parce que j'imagine il y a l'entraînement sur l'eau dont vous venez de parler, mais il y a aussi des choses à faire à terre. Raconte-nous un peu c'est quoi la journée type quand tu es à Barcelone. La journée type à Barcelone, alors elle est assez intense. On commence de bonne heure, en général vers 7h30. On est sur la base pour préparer bah, le bateau, le mettre en route. En fait, on a tout un process qui a été écrit d'ailleurs par Aloïse, tout un process de test du bateau avant sa mise à l'eau, donc de test de tout l'hydraulique, tout l'électronique, vérifier que tous les systèmes fonctionnent. Et ensuite, on va mettre en place la grue qui nous permettra de le mettre à l'eau. Donc ça prend déjà un petit peu de temps. Après, une fois qu'il est à l'eau, il y a d'autres tests qu'on effectue pour vérifier que tout fonctionne bien. On se prépare, bon, on change normalement. Et puis après, on peut aller sur l'eau en fonction de la météo, parce que la météo à Barcelone est quand même assez particulièrement compliquée. Euh, et après la nave, on essaye
de démonter le bateau. La partie technique sur ce bateau, elle est quand même assez longue. C'est un bateau qui est vraiment différent des autres. Comme disait Aloïse, il y a pas, enfin, il y a plus beaucoup de bouts. Donc, c'est de l'hydraulique, de l'huile, de l'électronique. Et donc ça, c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, où on n'est pas forcément, sur lesquels on n'est pas forcément formé. Donc, tout prend un peu plus de temps sur la préparation et la recherche des potentiels bugs ou des potentiels dysfonctionnements quand il y en a. Donc, on passe pas mal de temps là-dessus. Et après, au retour de nav, petit débrief à chaud et on essaye autant que possible de faire aussi de l'analyse de data. Ouais. On a tous ces capteurs à bord du bateau qui sont super utiles pour voir quel réglage a été le plus performant, comment on a réussi ou pas telle ou telle manœuvre. Et donc après chaque nav, on peut extraire toutes les données du bateau, les, les sortir et les visualiser avec un outil qui s'appelle Data Viewer. Et donc on peut passer, c'est un peu comme du déroge vidéo, hein, ça prend du temps. On peut regarder et analyser toutes les données qu'on a pu enregistrer sur l'eau en additionnant ça avec de la vidéo. Et en général, on a à bord du Zodiac qui nous suit une personne ou plusieurs de l'équipe qui aussi prennent des notes au fur et à mesure de la nave pour pouvoir répertorier qu'est-ce qu'on a envie de ressortir ou qu'est-ce qu'on a peut-être raté ou réussi durant la nave. Donc on essaie de lier ces commentaires à l'analyse qu'on fait par la suite. Ouais, ouais. Justement, j'allais vous demander ça. Qui vous entoure au niveau de l'entraînement, de l'analyse de data? On va demander à Loïse. J'imagine qu'il y a toute une cellule d'entraînement autour de vous. Je crois que c'est Thierry Douillard qui est le coach en chef, mais est-ce que lui, il est concentré uniquement sur le challenger ou il vous entraîne aussi? Raconte-moi un peu qui compose cette cellule technique autour de vous. Ouais, mais on a quand même de la chance avec cette équipe française, c'est on a quand même toute l'équipe des challengers qui est quand même relativement à notre disposition quand on a des questions et qu'on a besoin d'aide. On a Thierry Douillard et Franck Camas qui nous ont entraînés sur toutes nos premières navigations, qui étaient avec nous sur le Zodiac pour nous faire les retours en direct. Donc ça, c'était vraiment une mine d'or pour nous. Maintenant, on a Fabrice Levé qui est à nos côtés en tant que coach et puis c'est vrai qu'on le disait, on est quand même on est une grosse équipe que ça soit chez les femmes ou chez les jeunes, hein, on est 6 ou 7 par équipe, donc ça nous permet aussi de pouvoir se faire entre nous nos propres retours et puis ensuite on a quand même accès à tous les outils d'analyse de données de notre équipe Orient Express, donc ça c'est quand même très facilitant pour nous et ça nous permet d'être vraiment plus rapide aussi dans l'analyse de données et plus ciblé quoi. Donc voilà, on est quand même, je pense on apprend aussi parce que c'est aussi des choses qui se font en autonomie à la fin d'une navigation, d'aller regarder chacun le moment de la navigation qui nous intéresse individuellement. Il y a des choses qui sont plutôt ciblées équipiers, enfin régleurs, et des choses qui sont plutôt ciblées barreurs. Donc c'est quand même aussi une démarche un peu individuelle, l'analyse de data, d'aller regarder son réglage de chariot dans telle ou telle manœuvre, sa vitesse de rotation de barre. Donc voilà, après dès qu'on a des questions, on a Fabrice ou Thierry ou Franck qui sont quand même assez motivés pour nous aider. Puis on a aussi les 4 challengers qui sont quand même plutôt contents de nous aider à chaque fois. C'est vrai que moi, j'ai navigué un petit peu avec Kep. Je passe pas mal de temps aussi. Audrey a parlé de Mathieu Vandamme. Ils sont quand même assez contents de pouvoir nous donner tous les petits conseils de ce qu'ils ont vu pendant leur nav d'AC40 sur l'année 2023 et tout début 2024. Donc il y a quand même pas mal d'échanges qui se font comme ça et qui nous font progresser un peu plus rapidement. Au début, ils nous ont quand même vraiment dégrossi le travail, quoi.
Ouais, quand tu parles de Kep, je précise, c'est Kevin Péponnet qui est le co-barreur de la C75 qu'on a reçu avec Quentin Delapierre il y a 2 semaines dans un épisode précédent de Pause Report. Vous aviez aussi commencé à naviguer sur d'autres supports en marge. C'était avant de naviguer sur la C40, je crois, en ETF 26, en 69F. Est-ce que c'est encore au programme, c'est une navigation parallèle ou aujourd'hui maintenant vous êtes à 100% concentré sur la C40. Je ne sais pas qui veut répondre entre vous deux. Ouais, allez, je me lance. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un accès beaucoup plus ouvert à la C40 parce que maintenant que des challengers ont la C75, on a quand même beaucoup plus de temps de navigation en AC40. Donc, on a mis la navigation en ETF 26 et 69F de côté, mais c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur aussi sur le début du projet de pouvoir régater ensemble en équipage. Alors c'est vrai qu'on s'est un peu lancé des défis parce que par exemple nous les filles en ETF 26 on est parti dans une flotte contre des équipages expérimentés qui sont sur circuit à temps plein et nous c'était pas notre cas donc on y allait vraiment pour se découvrir en situation de régate et commencer à vraiment créer une équipe quoi pour ensuite développer des automatismes qu'on a sur la C40. Ouais, ouais. Audrey, Aloïs disait que Kevin, Quentin, Franck, Camas, Thierry Douillard vous donnez aussi beaucoup de conseils. Est-ce qu'il y a beaucoup de passerelles finalement au sein de cette équipe avec l'autre projet qui est on va dire le projet principal entre guillemets, hein. Chaque projet est important, mais le challenger de la 37e coupe, est-ce que vous croisez beaucoup, il y a beaucoup d'échanges entre vous, ou c'est où chacun vit un petit peu et qu'on s'en focus sur son propre projet? Non, il y a quand même beaucoup d'échanges. On est quand même sur la même base, donc la proximité se fait assez facilement au déjeuner ou même quand on se croise j'allais dire dans les couloirs, c'est pas vraiment des couloirs, mais quand on se croise, c'est assez facile. Enfin, tout le monde est assez facile d'accès, même si c'est sûr que, comme je disais, c'est ici on est sur des projets intenses, donc tout le monde est aussi super focus sur son propre projet et son propre bateau. Mais je trouve qu'on a de la chance, je sais pas si c'est dans tous les projets comme ça, mais l'équipe est quand même à taille humaine et on sent que, bah, je sais pas, il y a une bonne entente et on voit que tout le monde veut plutôt aider. Enfin, ça va vraiment dans le bon sens. Peut-être aussi du fait que, ben, certains se connaissent du passé ou de d'autres projets. Moi, je connais plutôt bien Mathieu, mais Aloïs va peut-être connaître mieux Kevin, Manon connaît très bien Quentin. Enfin, on se connaît tous plus ou moins de par des projets passés, donc le contact est très facile. Si on a la moindre question, on sait qu'on peut aller les voir, quoi. Vous êtes finalement d'une génération d'âge très proches tous les uns des autres. Vous êtes entre 30 et 40 ans à peu près, quoi. Ça rapproche forcément. Vous êtes croisés pas mal de fois. Un petit mot, Audrey, sur la C75 qui navigue maintenant depuis un petit mois du côté de Barcelone, même si un mois, je crois. Qu'est-ce qui t'inspire ce bateau quand tu le vois naviguer? T'as l'impression que c'est un gros. Alors, j'imagine que eux te le racontent, mais que c'est un gros gap par rapport à la C40. Ouais, déjà, il est énorme, tout le monde le dit, il est magnifique. C'est sûr que on l'a croisé quelques fois là sur l'eau la semaine dernière et bah ça a l'air d'être un bateau encore plus incroyable. Déjà, moi je trouvais que le 40 était assez incroyable, mais là, non, ce qui est fou, c'est que il a l'air de pas être du tout impacté par les vagues, alors que nous en 40, on les subit un peu. On a pas mal rigolé là-dessus la semaine dernière parce que en fait nous on était complètement trempés et eux ils naviguaient en short et ils avaient à peine vu une goutte d'eau. Donc ouais, je pense que entre le simulateur et la C40 il y a un gap et après il y a 4 ou 5 marches encore pour aller sur la C75. Ouais. Ça fait rêver, un tel bateau. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. Même bah, je fais toujours le parallèle avec le côté ingénierie, mais quand on a la chance de pouvoir visiter l'intérieur, c'est pareil, c'est un peu une usine à gaz, mais dans le bon sens du terme. Il y en a de partout. Enfin, on sent que tout a été pensé pour que ce soit le plus simple possible pour les navigants, alors que c'est un bateau compliqué. Donc non, c'est de la très belle technologie, franchement. Chapeau aux ingénieurs qui ont développé ça.
Aloïse, même sensation quand tu vois ce bateau naviguer ou même de l'intérieur, comme le disait à l'instant Audrey. Ouais, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est vrai que c'est un bateau qui est vraiment impressionnant. J'avoue que pour l'instant, je suis contente de naviguer sur le 40 parce qu'il faut quand même faire son passage sur un AC40. Je pense à bon de monter sur cet AC75. Mais ouais, c'est vrai qu'on est assez fiers de notre équipe d'avoir un si beau bateau. C'est un bateau qui a le potentiel en plus pour aller vite. Donc voilà, maintenant ça va être en plus, ils vont démarrer avant nous la coupe, donc ça va être super de pouvoir suivre ça tout fin août et le mois de septembre. Mais ouais, ça donne envie d'un jour pouvoir monter sur cette machine de course aussi. Ouais. Un petit mot à propos de vos objectifs sur cette première Coupe de l'Amérique féminine, même si pour l'instant c'est difficile de cerner le niveau de vos adversaires parce que vous n'avez pas encore navigué contre elles. Objectivement, Loïs, si tu regardes un peu le line-up de toutes les équipes, quand les équipes se sont parties et le potentiel de cette équipe de France, qu'est-ce que tu penses que objectivement vous pouvez viser sur cette épreuve en octobre? On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que la C40 c'est un bateau One Design, donc déjà on part toutes avec le même matériel et ce qui fera la différence, ça va être notre temps d'entraînement et notre niveau de navigation. Donc, je pense que ce qui va être déterminant, c'est vraiment ce mois de juillet, ce mois d'août, la quantité d'entraînement qu'on arrive à faire et la qualité de nos entraînements. Là, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai trouvé nos entraînements la semaine dernière. On n'a pas eu énormément d'heures de navigation et pourtant on a fait des super bords dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment toutes nos chances. On a envie d'aller faire cette finale de match racing et puis on a une experte du match racing dans l'équipe. Donc une fois qu'on y sera, il y aura plus de raison de pas aller chercher cette coupe pour cette première Women's America's Cup. Mais voilà, faut qu'on lâche rien. On a 2 mois un peu déterminants qui arrivent et voilà, maintenant les cartes sont entre nos mains, c'est à nous de jouer. Bon, l'experte en match racing, on précise que c'est Pauline Courtois, plusieurs fois double championne du monde, je crois, de match racing. Justement, Audrey, maintenant, ça va être à partir de cet été, ça va être quasiment 100% coupe pour toi. J'imagine que maintenant que l'échéance c'est dans seulement 3 mois, 3 mois et demi, maintenant que sera donné le coup d'envoi de cette Coupe de l'Amérique féminine, maintenant tu vas être concentré à fond là-dessus. Exactement, là, juillet et août sont dédiés à la C40. Je referai un peu d'Ocean 50 quand on sera obligé de rendre notre bateau parce que le 26 août, en fait, on doit donner la C40 à l'organisation pour qu'ils puissent les préparer pour la régate. Donc là, il faut profiter à fond de tous les jours possibles où on peut naviguer parce qu'en fait, c'est là, on rentre vraiment dans le sprint. Il y a vraiment plus beaucoup de temps pour s'entraîner, donc on va y aller à fond, hein. Ouais, ça veut dire qu'entre le 26 août et le 5 octobre, vous naviguerez plus en AC40? Non, on pourra pas naviguer en AC40. On pourra bien sûr faire du simulateur ou faire des régates sur d'autres supports entre nous, mais non, on n'aura plus notre jouet à disposition. Ouais. Aloïs, tu disais récemment dans une interview au Télégramme qu'il n'y avait pas de raison que à terme la Coupe de l'Américaine ne devienne pas mixte. Est-ce que tu penses justement que cette première édition de la Women's America's Cup doit servir à ça, de marchepied pour les navigatrices, pour que peut-être sur la prochaine édition, elles montent elles aussi à bord de la C75? Oui, complètement. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a quand même un gap de niveau. Ça fait plusieurs années que dans la voile professionnelle, il y a quand même très peu de femmes. Donc, comme je le disais à l'instant, on débarque pas sur un AC75 comme ça. Donc, c'est important de d'abord monter en niveau sur un AC40 ou sur un F50 ou enfin sur n'importe quel support volant de haute technologie. Donc voilà, maintenant je pense que on rattrape le retard qu'il y avait côté féminin. On nous a donné l'opportunité de le faire et je pense qu'on saisit bien l'opportunité. Et voilà, faut continuer, je pense bah, à former la future génération pour que on ait des femmes dans 5 ou dans 10 ans qui soient au même niveau que les hommes qui sont dans ces projets Challenger.
Et voilà, je pense que là sur les équipages youth de la Youth America's Cup, il va y avoir pas mal de d'équipages mixtes. Donc pour moi, c'est la première étape pour pouvoir avoir sur la prochaine coupe des équipages mixtes aussi. Ouais, dans l'équipe française, il y a une femme hein, dans l'équipe française jeune, hein, si je me trompe pas. Ouais, on a Lou Morniac Ouais, c'est qui est ça. côté jeune, donc voilà, elle est assez impressionnante pour son jeune âge parce qu'elle fait partie déjà des jeunes, donc voilà, j'espère que c'est dans la prochaine Coupe jeune, on aura une parité complète et puis j'espère qu'à terme on aura soit deux coupes de l'Amérique en AC75 ou alors un équipage mixte. Ouais, ça serait une sorte de rêve pour toi de disputer une Coupe de l'América sur un AC75. Ouais, pour moi c'est un rêve parce que en fait sur ces bateaux-là, bon, on n'a pas parlé de physique là pendant tout notre enregistrement, donc c'est parce que maintenant on est assis à toucher des boutons, donc cette composante physique, elle remet tout le monde à égalité. En fait, on est tous aussi capables de faire le job. Ce que ça demande, c'est de l'entraînement, du sang-froid, et je pense que bah là, c'est pas une différence de sexe qui va nous donner une différence de niveau. Donc voilà, faut y aller. Je pense qu'il faut montrer qu'on est motivé et qu'on en a autant envie que n'importe qui, quoi. Audrey, ton avis sur la question, toi aussi, tu imagines à terme qu'il puisse y avoir autant d'hommes que de femmes, au moins sur la cellule arrière, parce que c'est peut-être différent pour quand même les cyclistes, comme on dit, ceux qui produisent l'énergie hydraulique à bord des bateaux, mais sur les AC75. Ah oui, comme disait Aloïse, le fait qu'il y ait plus la dominante physique, ça nous remet sur un même pied d'égalité. Là, ce qui nous manque encore, c'est un peu d'expérience et c'est vraiment en train de monter justement avec ces Women's America's Cup, les femmes inclus dans les projets CLGP. Tout ça, ça fait qu'on a un pool de femmes qui ont de plus en plus de compétences pour aller naviguer sur des bateaux volants un peu extrêmes. C'est juste ce qui pourrait nous manquer à l'heure actuelle et ben, la voile est en train de changer là-dessus. Donc, il n'y a pas de raison pour que la prochaine coupe ou celle encore d'après qui ait de plus en plus de femmes et que ce soit plus naturel, on va dire. Et il commence à y avoir plus de femmes en Ocean 50. Tu en es le bon exemple. Ça fait maintenant 2 ans que tu navigues sur Coesio avec Erwan Leroux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvé un jour à bord de cette Ocean 50? Oui, alors pour le coup, c'était une très belle opportunité que j'ai eue grâce au début à la team manager du projet d'Erwan qui avait proposé mon nom sur la table pour faire partie de l'équipe, aux côtés de Mathilde Giron d'ailleurs la première année. Erwan avait pour volonté il avait trouvé que effectivement il y avait peu de femmes et il trouvait ça pas forcément logique. Il comprenait même pas trop pourquoi il y avait peu de femmes dans la course au large et surtout sur les trimarans au large. Et donc, il avait la volonté de faire un projet un peu aussi transmission là-dessus. Et donc, ben, moi, j'ai sauté, j'ai dit oui dès qu'on m'a proposé, hein, parce que le multicoque sur le bateau assez rapide, projet assez conséquent, ben, ça m'a tout de suite plu. Et le feeling est très bien passé avec Erwan. Bah, c'est sûr, il a plus d'expérience que moi et il a plein de choses à m'apprendre. Et c'est le rôle qu'il est un peu en train de prendre de petit à petit, un peu un rôle de presque coach, même s'il navigue encore à bord. Il m'apprend un peu tous les rouages de la course au large. Donc, ouais, c'est super intéressant. Et ce qu'on peut voir dans la classe Ocean 50, c'est que ça donne un peu l'idée aux autres. On est quand même un équipage qui fonctionne bien. L'année dernière, on a gagné le Pro Sailing Tour. Euh, donc ça montre que déjà avoir une femme à bord, c'est pas une tare et même ça marche plutôt bien. Donc c'est assez sympa parce que bah, là cette année on a un équipage 100% féminin qui rejoint la classe et on a je crois deux ou trois autres équipages qui ont des femmes à bord. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Surtout
en prenant en compte le fait que c'est pas quelque chose qui est imposé par la classe, c'est juste des choix en fonction des compétences des personnes qui ont déjà été formées, des femmes qui ont déjà été formées. Donc c'est vraiment une bonne classe. Ouais, ouais, effectivement, l'équipage 100% féminin est celui d'Upwind by Mer Concept. Tu as disputé ta première Transat Jacques Vabre avec Erwan Leroux en novembre dernier. Tu gardes de quoi de cette expérience et je pense que tu n'avais quasiment pas navigué au large avant de découvrir l'Ocean 50. C'est quand même un autre monde je lisais un peu le communiqué de presse d'Erwan de Coesio la semaine dernière. Il disait que tu avais eu des capacités d'adaptation bluffantes. Ça veut dire que tu t'es facilement adapté à ce nouveau format et au large d'une façon plus large. Alors c'est sûr que moi j'avais jamais passé plus d'une nuit en course avant de faire de l'Ocean 50 avec Erwan, donc je partais de pas grand-chose en course au large. Euh, on a fait quelques nuits en course sur le Pro Sailing Tour et puis après ça a été rapidement la Jacques Vabre. Bon, malheureusement on a eu de la casse sur le bateau et on a dû s'arrêter à la Corogne un peu plus tôt que prévu. Mais c'est sûr que oui, c'est la course au large, c'est quand même assez différent de la course inshore que je connaissais vraiment mieux. Que ce soit le sommeil, le confort, s'alimenter, l'hygiène, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître des petits détails, mais en fait, ça peut ne Ouais, pas convenir à tout le monde, hein, on va pas se mentir. ouais, c'est clair. Donc là-dessus, il a fallu s'adapter, mais c'est vrai que moi j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort, donc c'est plutôt plus ça me met inconfortable, plus j'ai envie d'y aller comme un défi. Donc c'est peut-être ça qu'il a voulu dire aussi dans la capacité d'adaptation. Ouais. Et puis euh, et puis tout ce qui était nouveau aussi pour moi, c'était la gestion de la météo, du routage, naviguer sur plusieurs jours. On n'a pas la même stratégie, on n'a pas les mêmes tactiques vis-à-vis des adversaires, mais aussi vis-à-vis du bateau. Euh, J'avoue que la Jacques Vabre et le fait de casser le bateau et devoir abandonner, c'est des choses qu'on voit pas ou très rarement en inshore. En général, quand on a de la casse, on peut réparer et partir pour la prochaine manche, à moins d'avoir une très grosse casse. Mais là, c'est vrai que ça, en novembre, là, j'ai eu un petit coup au moral où je me suis dit, ah oui, ça, je l'avais pas du tout prévu dans mon Ouais. schéma. Et je pense que ça m'a appris beaucoup et sur la prochaine, je verrai les choses différemment et je serai mieux préparée et on fera sûrement pas la même régate. Aloïse, toi qui as fait aussi quasiment que de la régate inshore, est-ce que ça donne envie quand tu entends Audrey d'aller s'essayer à l'Ocean 50, de faire des transats et d'aller faire du large? J'en ai plus envie qu'il y a quelques années, mais j'avoue que pour le moment, je suis toujours plutôt sur la course inshore, sur le petit bateau, quoi. D'accord, tu ne devrais pas encore faire une transat Jacques Vabre comme Audrey. Non, je crois que j'ai besoin d'avoir le contact des autres bateaux, mais bon, peut-être à l'avenir. Audrey, juste pour continuer sur ce sujet, Erwan a annoncé qu'il te transmettrait la barre de l'Ocean 50 Coesio pour la prochaine route du Rhum. Donc tu seras la première femme à disputer la route du Rhum en solitaire en Ocean 50, avec celle d'ailleurs qui sera retenue pour l'équipage de Point by Mer Concept. C'est encore un gap entre le double avec un bon professeur comme Erwan et le solitaire sur un bateau comme ça. On sait que c'est des bateaux très volages. Ça, quand il t'a proposé la chose, est-ce que tu as dit oui tout de suite ou tu t'es quand même posé quelques questions? Alors c'est un peu comme quand il m'a proposé la Jacques Vabre, j'ai dit oui et après je me suis dit oula peut-être que j'aurais pas dû. Mais euh, mais à la fois je trouve que c'est une opportunité tellement incroyable. Je me dis que c'est pas quelque chose qu'on me reproposera 15 fois dans ma vie donc fallait la saisir et oui c'est sûr pour l'instant j'ai même pas encore fait une seule transat donc me dire que dans 2 ans et demi je vais en faire une toute seule sur un trimaran. Oui, c'est sûr que ça peut faire un peu peur. Mais à la fois, je sais que je vais apprendre tellement de choses, ça va me faire grandir et prendre une expérience assez folle. Donc non, j'ai plutôt hâte. En fait, il se passe plein de choses de top en ce moment dans ma vie professionnelle en voile. Donc je vois pas le temps passer.
mais j'ai à chaque fois hâte de la prochaine, quoi. D'accord. Donc tu avais à un moment repris un emploi d'ingénieur. Maintenant c'est derrière toi, l'ingénieur. Maintenant tu es vraiment navigatrice professionnelle. À l'heure actuelle, oui, disons que j'ai pas tellement le temps d'être ingénieur à côté. J'ai adoré être ingénieur par le passé, mais là pour les quelques années à venir, ce sera pas au programme, je pense pas. Je serai ingénieur pour l'Ocean 50, je pense, pour développer des systèmes plus adaptés ou plus performants, mais pas pour d'autres projets. Et toi, Aloïse, est-ce que tu te projettes au-delà de cette Women's America's Cup ou est-ce que tu sais de quoi ton avenir sera fait ou est-ce que tu as des aspirations? Alors, je commence à me poser les questions quand même parce que ça arrive dans quelques mois. J'ai déjà pas mal de petites idées. Maintenant, il faut que je choisisse un petit peu mais je pense que j'attendrai la fin de la coupe pour prendre des décisions. Mais c'est vrai que ce projet, cet AC40, il me fait vraiment vibrer. Mon passage en bateau volant en Accra, ça m'a aussi fait rêver. Donc voilà, il y a quand même pas mal de supports différents. Donc je reste ouverte et je verrai ça dans quelques mois. Je commencerai à vraiment me poser autour d'une table fin octobre. Quand on a goûté justement à ces supports volants, quand on vient du 4-7 comme toi, on imagine plus un retour en arrière? Ouais, je pense que j'ai adoré le 4-7 et je trouve toujours que c'est un bateau assez formidable et surtout qui propose une manière de régater exceptionnelle. Mais c'est vrai que j'en ai fait plus de 10 ans, donc je pense que maintenant il était temps que je passe sur autre chose et ouais, j'ai appris vraiment à régater via le 4-7 et la tactique et la stratégie qu'on y trouvait, c'était vraiment quelque chose qui m'a formé quoi. Mais maintenant, c'est vrai que les bateaux volants, il est temps de s'y mettre. J'ai aussi envie de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans ces projets professionnels. Donc voilà, je pense que je vais continuer dans cette direction. Un petit mot pour finir avec toi, Aloïse. On l'a dit en introduction, les Jeux Olympiques démarrent le 27 juillet sur le plan d'eau de Marseille. Il y a ton ancienne partenaire Camille Lecointre qui est double médaillée olympique, je crois, en argent à Rio, en bronze à je crois, En ou deux bronze les deux, médailles. ouais. Oui, bronze les deux, pardon. Ouais, deux médailles. En bronze avec toi à Tokyo il y a 3 ans. Elle fait équipe maintenant en format mixte avec Jérémy Mion. Comment tu les vois sur ces jeux? Ils ont fait une préparation olympique pas loin d'être idéale. Tu les vois aller sur la plus haute marge du podium? Ouais, bah, c'est vrai que là, ils ont été régulièrement sur tous les derniers podiums, donc ils ont vraiment un statut de favori. Voilà, je vais suivre ça avec attention, mais c'est clair que là, il y a des belles médailles à aller chercher. Et je pense que Camille a envie d'aller chercher d'autres couleurs de médailles que le bronze, et je lui souhaite d'aller en décrocher la plus belle des couleurs. Ouais. Eh bien, très bien. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On vous souhaite un été, j'imagine, très studieux sur la C40 du côté de Barcelone. Et bien évidemment, on vous souhaite le meilleur pour la première Women's America's Cup de l'histoire qui aura donc lieu du 5 au 13 octobre. Entraînez-vous bien et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera le 172e épisode de Pause Report. Bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée! Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!